les éléments et qui donne plus que des éléments. Parce qu'il y a quelque chose, bon, vous avez cité le SCPRI, vous n'avez pas cité quand même son directeur, qui était le professeur Pellerin. Alors on croirait vraiment, on ne peut plus citer le professeur Pellerin, qui a quand même évité en France des catastrophes qui se sont produites dans d'autres pays européens. Je n'ai pas terminé, je voulais simplement dire aussi un mot. Je suis médecin nucléaire et les cancers de la thyroïde, je connais bien. Donc les cancers de la thyroïde, et M. Rambaud, il n'est pas là, je lui avais dit de venir, mais je pense qu'il n'est pas là. Il a soigné beaucoup de cancers de la thyroïde des enfants ukrainiens, hein, c'est clair et net. De 0 à 5 ans, il y avait 85% des enfants qui ont eu des cancers de la thyroïde. Et principalement, pas sur l'iode 131, j'insiste beaucoup, vous savez très bien qu'il y a des iodes à vie courte. Et ces iodes à vie courte ont un débit de dose quand même beaucoup plus fort que l'iode 131. Ils ont été inhalés par des enfants qui en plus étaient dénutris en iode. Donc leur thyroïde, elle a avalé tout ce qui se passait comme iode et iode radioactif. C'est une des causes quand même de ces cancers de la thyroïde. Ce qui se passe en France, et vous l'avez quand même très bien dit, il y a des extrapolations qui sont faites. Mais vous savez très bien qu'il y a des articles qui sont sortis sur la Finlande, la Suède, pays beaucoup plus touchés que nous, hein, sur des études épidémiologiques qui sont parues depuis 4-5 ans. Hein, je ne les ai pas, je n'ai pas amené tous mes articles, et qui ont fait un suivi des enfants dans leur pays qui avaient entre 0 et 5 ans au moment des retombées radioactives. Ils en ont pris entre guillemets, parce que vraiment, bon, 10 à 20 fois plus que nous en France. Ils ont abandonné toutes les études parce qu'il n'y avait pas, hein, ils ont dit, il n'y a aucune relation entre les doses prises lors du panache, c'est un panache, c'est pas un nuage, et puis les excès de cancer de la thyroïde de nos enfants. Bon, voilà ce que je voulais dire. D'accord. Ben, je ne suis pas rentré dans le détail des différences de doses, on va dire, entre les territoires contaminés et la France, mais c'est vrai que vous avez raison, il n'y avait pas que l'iode 131, il y a eu d'autres, je l'ai évoqué succinctement, l'iode 132 en particulier, qui est arrivé de façon atténuée en France, alors qu'il était beaucoup plus consacré et actif dans les territoires les plus directement exposés au panache. Et donc ça explique ces différences d'exposition et donc de risque. Effectivement, j'ai pris la précaution de dire que tout ça était extrêmement théorique et incertain pour ce qui concerne la France. En même temps, ça permet de border un petit peu le sujet. J'ai vu un doigt par là-haut. Madame Monsieur. Oui, Denis Dortalier. Je pense que beaucoup de personnes ici dans la salle attendaient une évaluation de la nocivité passée et actuelle de l'accident de Tchernobyl. Et vous avez très bien fait la démonstration des quantités de becquerel, des quantités de sievert, etc. Mais je trouve dommage qu'une certaine pudeur à parler du nombre de morts, tout simplement, qui ont été provoqués et qui sont encore provoqués aujourd'hui. Finalement, on comprend très bien que la dispersion et la dilution font que les doses sont en diminution, mais évidemment, la dispersion et la dilution ne sont pas une solution dans la mesure où elles multiplient le nombre de personnes concernées. Et votre exposé pourrait se terminer par la simple multiplication de la nocivité proportionnelle multipliée par la population française, qui démontre que Tchernobyl fait encore un nombre de morts annuels aujourd'hui non négligeable. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que vous considérez de façon égale des personnes qui ont été exposées à des doses relativement fortes, hein, on peut dire plusieurs centaines de millisieverts, peut-être plus, même pour certains liquidateurs, on était même à plusieurs millisieverts, et des personnes qui sont exposées à des doses qui sont des doses qu'on trouve couramment par d'autres voies d'exposition ou sources d'exposition. J'ai parlé de la radioactivité naturelle, et donc on ne peut pas comparer les risques et les effets sanitaires pour des catégories de population qui sont exposées à des niveaux de doses aussi différents. Et j'ai dit tout à l'heure, et j'insiste là-dessus, c'est qu'il n'existe aucune étude scientifique qui montre que le risque existe
à des doses de l'ordre de quelques millisieverts, qui sont celles que j'ai évoquées ici. Et donc on ne peut pas simplement par des règles de calcul élémentaires dire c'est la même chose d'avoir 100 personnes exposées à 100 millisieverts ou 10 000 personnes exposées à un millisievert. En termes de conséquences sur la santé, on n'a pas le droit de dire des choses pareilles. Donc, je tiens à corriger, et c'est évidemment un sujet, entre guillemets, polémique, qui explique pourquoi on ne sait pas dire aujourd'hui, on ne sait pas dresser un bilan des victimes de l'accident de Tchernobyl. On connaît les victimes les plus directes, immédiates, qui sont parmi les gens qui étaient sur le site, très proches ou intervenants sur le site au moment de l'accident. On a des indications également sur ce qu'on appelle les liquidateurs. Pour le reste, il reste les cancers de la thyroïde chez l'enfant, ça c'est bien démontré. Par contre, en population générale, comme ça a été dit tout à l'heure, on n'arrive pas à déceler des effets directement induits par l'accident de Tchernobyl. Ce n'est pas moi qui suis à l'origine de ces constats, c'est de nombreuses études qui ont été menées, donc il faut quand même s'y référer. On peut mesurer, mais on peut démontrer que ça n'existe pas. Ah mais moi je ne peux pas vous démontrer que le piano n'est pas dangereux, enfin, on ne peut pas faire des raisonnements, on n'a pas le droit de faire des raisonnements, c'est pas scientifique de faire des raisonnements. Je suis désolé et je tiens à insister sur cette position. Je peux y aller? Allez-y maintenant. Oui, on dit que donc, saturer la thyroïde en iode naturel, ça empêcherait, enfin, ça éviterait d'être atteint, afin qu'elle soit abîmée. Est-ce que cette iode naturelle, si on en prend, ça marche aussi pour le césium ou ça ne marche que pour l'iode? Alors, effectivement, d'ailleurs, c'est une des conséquences indirectes de l'accident de Tchernobyl, c'est qu'on a montré la grande sensibilité, notamment chez l'enfant, de l'exposition à l'iode radioactif pour le cancer de la thyroïde, mais pour cela, donc effectivement, il y a une prophylaxie qui consiste à donner aux populations, au moment où elles sont exposées, de l'iode stable, c'est-à-dire non radioactif, qui va saturer la glande thyroïde et empêcher l'iode radioactif de rentrer dans l'organe et de l'exposer. Mais, comme vous répondez à votre question, ça ne marche que pour l'iode radioactif, c'est-à-dire que l'iode ne bloque que l'iode. Le césium, lui par contre, il ne va pas se fixer préférentiellement sur la thyroïde. La thyroïde est un organe avide d'iode, c'est pour ça qu'il y a ce phénomène particulier. Le césium, lui, il va se distribuer sur l'ensemble du corps, donc il a un peu exposé la thyroïde, mais pas de la même manière que l'iode radioactif. Comme je vous dis tout à l'heure, pour l'accident de Tchernobyl, 90% de la dose reçue à la thyroïde venait spécifiquement de l'iode 131, à cause de cette propriété de tropisme vers la thyroïde de l'iode. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair. L'iode, elle était donc déjà repartie, enfin, elle avait une durée de vie très courte, ce qui veut dire que le lait qu'ont absorbé les enfants, ça ne servait à rien de leur donner de l'iode. Alors, autre bonne remarque, la prise de comprimés diostables sert spécifiquement pour des situations d'accident, on est exposé à de l'iode par inhalation. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de respirer. Par contre, s'agissant de la contamination alimentaire, on ne va pas donner des aliments contaminés et un comprimé d'iode derrière. On va simplement dire, vous ne consommez pas pendant le temps qu'il faut du lait tant que de l'iode radioactif se trouve dedans. Dit autrement, les comprimés d'iode, ce n'est pas approprié par rapport à la contamination alimentaire, et ça ne m'est indiqué que par rapport à l'exposition à un panache radioactif contenant. C'est clair pour ça? Ça va bloquer en plus, si on inhale, si on met en plus de l'iode stable à des fortes doses, comme c'est prévu, ça va bloquer justement l'iode radioactif qui sera dedans. Donc c'est encore pire que pire. Ah, ça j'en sais rien, je laisse les spécialistes de la thyroïde, que je ne suis pas. J'ai vu un bras, monsieur. Ouais. C'est clair. Suivant le passé de précaution, on sait que les amants, eux, on va simplement relais, donc alors, je ne suis pas rentré sur ce terrain, effectivement, vous l'avez bien noté, de même je ne vais pas citer le nom du professeur Perrin, puisque c'est précisément une autre facette de cette histoire qui est la différence de gestion de cet accident selon les pays. Alors, il y a eu des études d'ailleurs qui ont permis de comparer
les situations d'un pays, des pays à l'autre de l'OCDE. Contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas eu tant de pays que ça qui ont strictement interdit les choses. Il y a eu des recommandations, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque pays a eu des comportements extrêmement disparates, pas toujours bien coordonnés. Bon, la France a eu une certaine posture, on peut juger. Je ne suis pas là pour juger, je décris les choses. Et effectivement, et c'est d'ailleurs une des sources de la polémique de cette affaire, c'est le constat que de part et d'autre d'une frontière, il y avait des pratiques de gestion différentes. Et en Alsace, il faut savoir qu'en Alsace, les épinards ont été interdits. C'est le seul point en France où il y a eu une interdiction, sans doute par l'osmose avec l'Allemagne qui était proche. Madame, on va prendre une dernière question et après je vous propose de continuer à discuter éventuellement avec notre intervenant autour d'un pot qui est offert par notre partenaire l'Union nationale des ingénieurs NAN. Donc de discuter un petit peu dans un cadre un peu plus convivial. Bonsoir. Au printemps 2010, une contamination radioactive a eu lieu à Pont-Doufle. Ah, je connais bien le sujet. Et aussi à Saint-Maur-des-Fossés, dans une entreprise à 2 pas d'un collège. Alors je voudrais savoir si des études seront faites sur ce sujet, et pour vous, est-ce quelque chose de négligeable? Alors, oui, je connais bien le dossier, j'étais très impliqué dans. Je dis tout à l'heure qu'IRSN a apporté son concours au pouvoir public vis-à-vis de situations à risque liées à la radioactivité, donc ça a été le cas ici. Donc, quoi s'agit-il pour faire simple? Donc, c'est à Saint-Maur-des-Fossés, en région parisienne, a été découvert une contamination accidentelle par du tritium, donc c'est de l'hydrogène radioactif, qui est due en fait à une erreur venant du CEA, Commissariat d'énergie atomique de Vanduc, qui a fourni à l'un de ses sous-traitants un matériel qu'il pensait non contaminé, qui en réalité l'était. Du coup, ce sous-traitant n'a pas fait attention et le tritium, qui est très mobile, s'est retrouvé dans l'atelier et dans l'environnement. Et quelques temps avant, cet équipement avait transité à Bondoufle et le même phénomène s'est produit. Et donc, nous sommes intervenus à la fois pour faire des mesures dans l'environnement, pour voir le niveau de contamination, et des mesures sur les personnes qui ont été exposées. Et donc, d'ailleurs, vous avez sur notre site internet un dossier qui rend compte de l'intégralité de ces résultats de mesure. Et donc, on n'a rien de comparable avec l'accident de Tchernobyl, dans la mesure où le tritium que l'on a observé, d'abord, c'est quand même des faibles niveaux, même si c'est des niveaux qu'on ne voit pas couramment en France, ça j'en conviens, mais en termes de doses reçues, parce qu'on a pu déterminer les doses, là, on se trouve au niveau, pour la population, de l'ordre du millième de millisievert. Rien de comparable avec Tchernobyl, que ce soit en France ou ailleurs. Donc ça permet quand même de relativiser les problèmes, même si c'est en soi un accident contestable, ce n'est pas très admissible d'avoir ce genre d'événement, mais en termes de gravité, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Voilà. Merci à notre intervenant.